Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les coachs, les entrepreneurs, les indépendants à mettre leur santé en priorité. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un autre coach cette fois-ci qui effectivement m'a énormément inspiré. Je ne le connaissais pas encore il y a quelques semaines. C'est à travers l'interview de Lilou Massé que vous avez découvert en décembre que j'ai appris l'existence de ce coach incroyable. En effet, un autre David, David Bouy, est coach depuis plusieurs années dans la région de Bordeaux et a créé sa propre méthode. Propre méthode qui fait réellement intervenir toutes les qualités du polyathlète, aussi bien en termes physiques que mental. Vous allez découvrir dans cette interview les résultats extraordinaires que l'activité physique bien ciblée peut induire sur le corps, mais également sur le circuit nerveux. De plus, David est le coach de Lilou Massé et nous vous présentons aujourd'hui en exclusivité un avant-goût du défi des 100 jours spécial sport et cerveau. Restez jusqu'à la fin de cette interview car je pense que vos prochaines semaines vont être très très riches en sueur et en connexion neuronale. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette interview, à nouveau très inspirante, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Partagez cette interview s'il vous a inspiré. Et d'ici notre prochaine interview, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour David, comment vas-tu ce matin? Bonjour, ça va super et toi? Écoute, je suis très heureux de t'accueillir. Alors, je dis ce matin parce que moi, il est 9h30, mais toi, tu es à Bordeaux, il est 15h30. Ouais, On va passer à travers différentes étapes de ta carrière, si tu me le permets. Mais ouais. avant, je fais une petite parenthèse parce que je trouve ça, on vit à une époque quand même assez extraordinaire. Parce que tu m'as envoyé quelques informations sur ton parcours. Je ne te connaissais pas avant d'entendre parler du défi des 100 jours spécial sport dont on parlera abondamment durant cette interview. Et puis, je suis aussi allé voir ton profil LinkedIn et c'est ainsi que j'ai découvert plein de choses et plein de points communs en dehors de nos prénoms. On a effectivement tous les deux pratiqué le judo, mais toi, Ouais. tu as un élément supplémentaire à ma carrière de sportif, c'est que tu as fait du haut niveau en water polo. Alors, je dois Ouais. t'avouer que moi, je suis un beau caillou dans l'eau. Alors, c'est souvent une excuse pour les mauvais nageurs, mais figure-toi que quand j'étais à l'université de Sydney pendant mon master, on nous a testé au niveau pourcentage de masse graisseuse, mais à l'ancienne dans un bassin d'eau. Et étant donné que ma densité osseuse était un peu élevée, j'avais un pourcentage négatif de Ah oui. graisse. Donc, ce n'était pas possible. Donc, effectivement, ça m'a rassuré. Je suis mauvais nageur parce que je coule. Mais toi, donc, tu as commencé le sport très tôt, à 4 ans, avec le Ouais. judo, puis le water polo, et tu as fait du haut niveau en water polo. De là, tu es Ouais. parti vers des études en STAPS à Bordeaux en tant qu'entraîneur sportif. Et puis, tu as prolongé avec un master STAPS en optimisation de la performance avec une spécialisation en coaching mental. Donc, c'est vraiment un élément qui revient beaucoup dans tes coachings. On va en parler. Tu as également la certification en CrossFit. Tu as fait le neurotyping avec Christian Thibaudeau, un voisin maintenant que j'ai ici, pas très loin, puisqu'il est québécois et moi, je t'interview de Ottawa. Tu as également suivi une formation que j'ai eue à l'œil pendant quelques années au début, hein, puisque je te disais, j'étais en Australie pendant un moment, avec Real Ouais. Movement Project, pardon. Tu es un des coachs français qui est vraiment axé sur l'optimisation de la performance, mais également du système neurologique avec vraiment une vue très globale dédiée au coach avec Keegan Smith. Et ma première question par rapport à ce rapide coup d'œil sur ta carrière, c'est comment toi, qui as fait du water polo, alors je le disais il y a un instant, hein, je suis très mauvais nageur, je suis allé un peu voir les stats du water polo, c'est un truc de dingue. Vous avez 4 fois 8 minutes, c'est juste, Ouais. Ouais, c'est avec ça. des 8 minutes qui sont
je dirais, du temps réel, parce que c'est en fait une dizaine, voire 12 minutes de temps dans l'eau, en fait, ce que j'ai regardé dans les statistiques. Et moi, honnêtement, Ouais. jamais tu ne m'auras avec un ballon en main dans une piscine, hein, ou alors c'est du water polo sous-marin. Et j'ai remarqué que vous avez une VO2 en général en tour de 58, 62, c'est ce que j'ai vu au niveau du haut niveau, mais vous passez plus de 58% du temps à plus de 85% de la fréquence cardiaque maximale. C'est un Ouais. sport vraiment élevé. Alors, ma première question pour toi, David, c'est la première fois que je parle aussi longtemps en début de podcast, mais je te passe la parole. Comment es-tu passé d'un sport de haut niveau, autant en tant qu'athlète qu'au début de ta carrière, parce que tu as été justement préparateur physique dans des équipes de haut niveau, à passer à travailler avec monsieur et madame tout le monde? Quel a été le déclic pour toi de te lancer dans la remise en forme de monsieur et madame tout le monde? Ça a été un enchaînement de beaucoup d'événements. J'ai commencé le water polo très très tôt et en parallèle le judo, donc la même année. Et les entraînements, ça j'en sais plutôt bien. Du coup, j'étais à 4 à 5 entraînements par semaine, mais à l'époque, j'avais 4 ans, donc c'était pas réellement des entraînements, c'était plus du jeu. Ouais. Et que ce soit dans le water polo, dans le judo, tout était adapté, donc c'était très ludique. Et j'ai réussi à garder ces deux sports-là avec d'autres sports aussi en parallèle, mais plus vraiment au niveau loisir. Mais j'étais vraiment sur de la compétition en water polo et en judo jusqu'à mes 10 ans. Et arrivé à mes 10 ans, en fait, il y a eu un week-end sur lequel j'ai eu la finale de water polo de l'année et la compète de judo, la dernière compète de judo de l'année. Donc du coup, les deux finales le même week-end. Et la semaine juste avant, je me suis cassé le poignet en judo. Donc j'ai fait ni l'un ni l'autre. Et Mince. je me suis retrouvé à laisser mes coéquipiers tout seul au final, parce que je pensais choisir le water polo, parce que du coup, c'est le sport Le collectif. saut, ouais. Donc voilà, j'étais pas tout seul. Et du coup, entre guillemets, à cause du judo, enfin c'est comme ça que je l'ai vécu, mais j'ai dû faire une croix dessus. Et ça, je l'ai très très mal vécu. Bon, même si il me semble qu'à l'époque on avait gagné, mais je me souviens même plus. Mais il me semble que c'était pas très très grave dans tous les cas. Mais j'ai eu l'impression de les avoir un peu abandonnés. C'est ça. Et à partir de là, je me suis vraiment consacré beaucoup au water polo. J'ai pratiqué beaucoup de sports à côté pour développer mes qualités dans le water polo. Parce que donc c'était un peu dans cet esprit-là et c'était un petit peu particulier déjà à l'époque. Ce qui est très très bien. Alors c'est un point négatif et en même temps un point très positif du coup dans le water polo, c'est que c'est une toute petite fédé. On est très très peu de clubs et très peu de joueurs. Et donc c'est relativement entre guillemets facile d'arriver en haut niveau en ayant un entraînement relativement amateur. Mais étant petit, donc je suis arrivé à mes 14-15 ans en haut niveau avec surclassement et double surclassement. Donc du coup, je jouais déjà quasiment avec des adultes. Enfin, je jouais avec des gens qui avaient 18 ans à peu près à cet âge-là déjà. Et du coup, j'étais tout petit. Donc je suis déjà pas grand en tant qu'adulte, mais déjà en ayant des personnes qui ont 4 ans de plus que moi, c'était Ben oui. compliqué. Et il a fallu que je développe plein d'autres qualités à côté. Donc, je me suis mis notamment j'ai utilisé mes compétences de judo parce que, mine de rien, tout ce qui est corps à corps, on en a beaucoup dans le water polo, surtout Ouais. au poste auquel je jouais. Et donc, j'ai utilisé ça. Je me suis mis aussi beaucoup à l'escalade parce que je me suis aperçu que j'avais des problèmes d'équilibre. Donc, par exemple, quand je me retournais, des fois, je me retrouvais la tête à l'envers en water polo. Donc, c'est pas forcément conseillé, mais mais ça arrive quand on est en train un petit peu de se battre et du coup je m'étais complètement désorienté donc je me suis Ah mis à ouais, l'escalade parce que ça me permettait de me retrouver un petit peu dans l'espace c'est ça. et en parallèle je me suis mis aussi à la gym Ouais. Ouais. donc tout ce qui est vraiment désorientation dans l'espace et tout ça et ça m'a permis vraiment de progresser et de devenir beaucoup plus rapide que les autres parce qu'au final les grands étaient beaucoup plus grands et du coup ils Et étaient moins forcément agile. plus lents donc moi je fallait que je sois plus rapide. Oui, et Ouais. justement, c'est une réflexion que tu as eue toi-même, ou tu as eu comme ça des mentors en termes d'entraîneurs qui t'ont guidé, ou c'est vraiment une réflexion personnelle? Alors, je me suis laissé guider par mes réflexions personnelles, mais c'est surtout par mes envies. En fait, j'ai toujours eu envie de progresser. Et quand il y avait un sport qui m'attirait pas du tout, l'escalade par exemple, c'est un sport, enfin sur le papier, je déteste ça. Donc clairement, tout ce qui est, j'ai le vertige, enfin tout ce qui est Ah oui, me déséquilibrer et tout ça, c'est horrible pour moi. Et donc je me suis dit, bah on fonce.
allez, c'est parti, c'est comme ça que je vais progresser du coup. Donc ça a été l'idée. La gym, pareil, le fait d'être complètement désorienté, donc avec toutes les vrilles et tout ça, c'est des choses qui m'attirent pas du tout. Mais j'ai fait de la gym pour travailler sur ces aspects-là. Donc c'était plus instinctif que réellement une réflexion. Et par la suite, par contre, c'est devenu beaucoup plus une réflexion parce que j'ai pratiqué d'autres sports pour justement développer certains aspects, dont l'agressivité, par exemple. J'étais tout gentil en fait au water polo notamment. Et en gros, en arrivant à mes 15 ans, je suis rentré en équipe de France, donc junior, en water polo. Et on s'est retrouvé face à l'équipe de Serbie. Donc les Serbes, c'était les premiers mondiaux à l'époque. Donc Mhm. très très grosse équipe. Et en fait, on s'est fait manger quoi. Donc Mhm. on a pris, enfin j'étais en équipe de France, les meilleurs Français. On a pris 24-0. Donc là, c'est le choc. Oui, ça, tu t'en Euh, souviens. ah bah là, ouais, Sur je pense 4 que fois c'est le 8 seul match dont je minutes. me souviens. Sur 4 fois 8 Oui, minutes. ouais. Waouh. Et donc, et là, on a pris 24-0. On n'a pas marqué un but. C'était impressionnant. Les gars se baladaient. Et je me souviens qu'en fait, ce match-là, je suis rentré dans l'eau. En 3 actions, je me suis fait déchirer mon maillot. Donc c'était, enfin, d'habitude on a toujours 2 maillots. Enfin, Mhm. Ouais, ouais. les maillots c'est très très solide. Enfin, c'est des trucs qui sont faits vraiment pour tirer dessus. Ouais. En 3 actions, je me suis fait déchirer mon maillot, sachant que je jouais fréquemment avec des gars qui avaient 4 ans de plus que moi, qui étaient beaucoup plus solides que moi, mais ils étaient juste pas agressifs. Eux, ils étaient là quand on est tombé contre les Serbes, c'était un autre monde. Les gars étaient là pour jouer leur vie. Clairement, ils étaient là pour nous manger. Et à la mi-temps, on devait être peut-être à 15-0. Enfin, enfin, quoi qu'il Waouh. arrive, on allait perdre. Et les gars étaient encore à fond. Ils faisaient encore tout pour Ouais. nous écraser parce que ils jouaient leur vie. C'était C'était impressionnant. l'état d'esprit. Et Ouais. en termes d'agressivité, j'avais jamais vu ça. Même chez les plus âgés, chez les plus vieux, j'avais jamais vu ça et c'était vraiment une autre culture. Et du coup, j'ai voulu développer un peu cet aspect-là parce que je l'avais pas du tout. Et en termes de judo, j'étais plus, j'ai appris la discipline, j'ai appris à respecter l'adversaire, à pas vouloir écraser en fait constamment. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as le dessus, bah, tu fais en sorte de garder le dessus, mais de pas écraser non plus. Et j'ai voulu un petit peu sortir de cet aspect-là. Et donc, je suis allé me confronter au milieu de la boxe. Donc pour moi c'est pareil, j'avais pas spécialement de réflexion, j'ai rien lu spécialement sur la boxe ou quoi, mais c'est une idée que j'avais dans la boxe, c'était si on peut écraser l'adversaire, bah, on le fait, une boxe anglaise. Après c'est pas spécialement une idée que j'ai retrouvée en pratiquant la boxe du coup, C'est le mais noble art. Hein, ouais. ouais, mais c'est quelque chose qui pour moi me parlait, donc Ouais. qui pour moi allait développer ça. Et ça me permettait aussi de développer ma tolérance au fait de prendre des coups. Parce Mm. que ça m'arrivait en fait dès que je prenais un coup, fait exprès ou pas, pendant un match, ça me faisait vriller, je perdais tous mes moyens Mm. et j'étais plus capable de rien. Donc là, prendre des coups à la boxe, c'était un moyen vraiment de travailler sur moi sur vraiment 2 aspects. Et en fait, j'étais nul à la boxe, clairement. Donc c'était impressionnant, mais j'avais aucune stratégie, en fait, j'avais pas d'appui terrestre. Mm. J'avais perdu tous mes appuis terrestres déjà, donc j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Et donc j'avais aucun appui terrestre. Et en fait, il a fallu que je réapprenne complètement la coordination. Et pour développer ma coordination en boxe et donc mon agressivité, il a fallu que je travaille sur cet aspect-là de coordonner un petit peu ce que ma tête voulait faire et mon corps Mm. voulait pas faire. Donc, mon corps obéissait pas spécialement. Et c'est comme ça que je suis arrivé, par exemple, à la danse de salon. Oui, j'ai Donc, vu ça que tu avais j'ai pratiqué la pratiqué. danse. Ouais. Ouais. Et donc, pour donner de la coordination, en fait, je me suis fait aider par des partenaires. Donc, en danse de salon, j'ai fait du rock, de la salsa et du cha-cha. Et, euh, et en fait, avec des partenaires qui me guidaient, en fait, normalement, c'est l'homme qui est censé guider, mais là, pour le coup, je me laisse un petit peu plus faire. Et petit à petit, j'ai récupéré une coordination et j'ai appris à gérer un autre corps que le mien. Donc mon corps est un autre corps que le mien dans l'espace. Et ça m'a énormément apporté d'une part en boxe, du coup, pour pouvoir gérer toutes les distances et pouvoir continuer quand même à élaborer une stratégie. En fait, c'est très, très, on le voit pas spécialement quand on regarde Non. un combat de boxe, c'est très stratégique. C'est vraiment
capter un maximum d'informations, ça a été aussi décisif dans la suite de mon orientation professionnelle et notamment la prépa mentale. Mais en gros, le fait de se dire, ça, c'est un sport de bourrin où les gars font que se taper dessus. Et en fait, une fois que t'es dedans, il y a énormément de choses à voir. Simplement, une petite orientation, quelques degrés d'orientation d'une épaule ou d'une autre, ça va amener complètement autre chose par rapport à ce qui va suivre. Et du coup, ça influence complètement toutes les possibilités et c'est hyper impressionnant. Des fois, il y a simplement, en termes de stratégie, simplement l'adversaire va bouger comme ça pour renvoyer de l'autre côté. Et c'est des choses qui sont très fines à percevoir. Et si on n'a pas l'œil et le cerveau qui est capable de capter ça, c'est hyper compliqué. Donc l'entraînement en boxe, il se fait pas tant avec un adversaire, il se fait énormément par rapport à l'œil. Et quand on voit par exemple des boxeurs s'entraîner devant un miroir, mais c'est pas juste des gens qui s'aiment bien, c'est vraiment des boxeurs qui, en fonction de leur attitude et tout, vont inculquer des choses chez leur adversaire. Donc c'est hyper intéressant. Et ça, je l'ai ramené par la suite au water polo. Et là, Et là, tu as 16 ans. et ben là, alors j'arrive sur ça a pris quelques Ouais. temps, mais du coup là, j'arrive sur mes 18 ans. Ouais. Donc, donc j'arrive sur mes 18 ans et là j'évolue en semi-pro, on va dire, parce que je suis pas rémunéré, je suis pas payé pour m'entraîner, mais je m'entraîne tous les jours. J'ai l'entraînement dans l'eau, la muscu et les matchs le week-end. Et les matchs, c'est quasiment tous les week-ends sur ce niveau-là, sachant que je jouais encore à deux niveaux différents, en surclassé et double surclassé, donc j'avais des matchs tous les week-ends. Ouais. Donc, Et donc du ouais, coup, ça arrivait. cette expérience, effectivement, que l'on voit très précise, très liée à la performance, t'a amené à une réflexion plus tard, après tes études, à justement t'intéresser à Monsieur, Madame, tout le monde? Alors, j'ai continué mes études en voulant comprendre pourquoi j'étais tout seul à faire ça en fait. Ok. Pourquoi j'étais tout seul à aller chercher dans d'autres sports ces compétences-là et pourquoi il y avait. Alors, c'est ce que je dis après. Par contre, c'est vraiment le fait que dans le water polo, j'ai jamais eu de préparateur physique ou d'entraîneur réellement spécialisé. J'ai eu un entraîneur qui était global, mais il y a jamais eu quelqu'un qui était réellement dédié à ma prépa physique. Du coup, j'ai dû la prendre en main moi-même. Euh, mais pourquoi en fait personne ne l'a jamais fait et je connaissais pas réellement le milieu du haut niveau ou comment ça pouvait se passer dans d'autres sports et donc je suis allé m'intéresser un petit peu à ce qui se passait réellement dans d'autres sports donc là par le biais de mes études donc notamment dans un premier temps en entraînement sportif pour c'est la voie qui permet vraiment d'élargir au maximum et qui destine à l'entraînement en Mhm. compétition mais sans avoir non plus trop de spécialités donc on voit beaucoup de Mhm. sports de sports différents pendant ces 3 années-là. Mais on balaye et on rentre jamais réellement dans la spécialité d'un sport. Et du coup, j'ai vu que simplement personne n'avait jamais fait ça. C'est très très rare d'avoir dans le haut niveau, en tout cas, quelqu'un qui va pratiquer un autre sport pour développer une compétence spécifique Tout à et ainsi fait. de suite. Et parce que je me suis aperçu que du coup, par ces études-là, les sportifs de haut niveau ont un emploi du temps très timé et ils travaillent énormément de spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une tâche après l'autre. Pour l'essentiel, ils vont prendre une tâche après l'autre et après ils vont se spécialiser et essayer de transmettre ça sur le terrain. Donc, Mhm. moi, ça m'a paru assez bizarre. Je me suis jamais retrouvé Mhm. réellement là-dedans et du coup, par la suite, dans mes études, j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus sur réellement la préparation physique, puis la réathlétisation, puis la préparation mentale. Parce que pour moi, l'athlète fonctionne de façon globale et je comprenais pas qu'on puisse dire non, là on travaille uniquement le physique, là Ouais. on va travailler uniquement le mental et qu'il y ait un gars qui soit spécialiste de ça simplement. Ouais. C'est-à-dire que l'athlète, en fait, il est jamais pris en globalité. Il doit Ouais. avoir une personne différente pour travailler pour parler de chaque chose. Et à partir de là, toutes les expériences que j'ai pu avoir en tant que stagiaire ou dans les centres de formation dans le haut niveau, c'était essentiellement en rugby et en judo. Euh, J'avais toujours le même souci, c'est-à-dire que vu que j'étais préparateur physique, préparateur mental et réathlétisation, personne savait où me mettre.
Donc du coup, vu que réathlétisation, c'était un peu le terme où, voilà, c'est un peu fourre-tout, on sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, et en gros, réathlétisation, c'est prévenir la blessure ou réinsérer le joueur le plus rapidement possible Après sa sur le blessure. terrain. Oui, tout à fait. Donc post blessure. Donc c'est vraiment deux aspects et en fait, bah, du coup, j'étais réathlétisation et bah, fais un peu ce que tu veux. Voilà, tu fais de la prépa mentale, de la prépa physique, tu joues avec eux, fais ce que tu veux. Ouais. Et mais en fait, j'étais pas réellement dans l'équipe. En fait, je me retrouvais tout le temps un petit peu sur le côté de l'équipe. Et donc là, alors c'est la fin de mon master du coup, donc ça me fait à peu près 23-24 ans. J'arrive j'arrive sur Bordeaux et j'ai pas de contact dans le haut niveau sur Bordeaux, donc ça s'est fait en fait tout bêtement. J'étais pas très à l'aise dans le haut niveau, donc j'avais pas non plus vraiment pour objectif de m'insérer dans le haut niveau. Je suis arrivé sur Bordeaux et j'ai postulé un petit peu, je connaissais pas du tout. Donc j'ai postulé dans les premières salles que j'ai vues. Donc là pour le coup c'était grosse salle low cost sur Bordeaux et j'étais jamais rentré dans une salle de muscu low cost fitness ou quoi Classique, que ce ouais. soit. Et je suis arrivé là et j'ai fait OK. Ils ont 50 ans de retard. Les gens savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas se placer. Ils savent pas quoi faire. C'est le premier constat. Les gens qui savent quoi faire ou qui pensent savoir quoi faire le font mal. Ils se font mal et ils ont l'impression que c'est les rois du monde. Hyper waouh. Confiant, ouais. J'ai- Ah ouais, mais je suis arrivé dans un monde où je suis arrivé dans un pays retardé de 50 ans Mm. en termes de sport d'activité, c'était impressionnant. Et donc j'ai décidé enfin, j'ai tenu en gros, vraiment j'ai tenu bon pendant 6 mois dans cette salle-là et Waouh, à un moment je pouvais plus et j'ai décidé du coup de monter mon concept. c'est ça. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait il y avait du tout public. Donc je suis Ouais. jamais intervenu auprès du tout public avant cette époque-là et je me suis dit mais en fait c'est tout le monde se concentre réellement sur le haut niveau. Mais il y a tellement de choses à apporter à monsieur et madame tout le monde que ce serait dommage de se concentrer que là-dessus, quoi. Voilà, monsieur et madame tout le monde qui, effectivement, comme tu le dis très bien, sont 50 ans en retard quand ils vont s'entraîner dans une salle classique, parce que ces salles sont au départ inspirées du culturisme et du bodybuilding, qui à une époque peut-être avait du sens, mais aujourd'hui n'a plus de sens. C'est pas ça que les gens ont besoin. On est en pleine athlétisation de l'humain, je dirais, dans son sens large. Les gens sont sédentaires et clairement, je me souviens, et je pense que peut-être que tu connais Franck, je ne sais jamais dire son nom. Forenkist, play as if your Non, life depends on it. non. Non, je te passerai la Il a l'air référence. très bien. Oui, oui. Il est très bien Du ce coup, titre lui, déjà. il dit à un moment, il faudrait donner un certificat médical aux gens pour leur permettre de devenir sédentaires, parce que c'est la sédentarité qui est dangereuse. C'est pas se mettre au sport. Ouais. Aujourd'hui, on doit aller chez le médecin pour savoir si on est apte à faire du sport. C'est quand même curieux, alors que les études montrent qu'effectivement, notre cerveau, il est fait pour le déplacement, pour bouger, et que c'est en restant sédentaire qu'on perd nos qualités physiques et mentales. Ce n'est pas à toi que je vais l'expliquer, puisque justement le défi des 100 jours agit sur certains de ces points. Et donc, effectivement, suite à cette expérience, qui est, je trouve, c'est ce que j'ai trouvé en lisant ta biographie et en voyant ton profil LinkedIn, qui est vraiment passionnant. Je trouve qu'on a énormément de points communs et arriver à mettre en place un concept comme le tien, que je ne connaissais pas du tout à Bordeaux, qui est vraiment un concept à faire découvrir, et j'espère que les gens vont découvrir ça à travers le défi des 100 jours. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin aujourd'hui, et d'autant plus avec les deux dernières années. Et du coup, j'ai une deuxième question, parce que tu en as déjà parlé. Dès tes 4 ans, tu faisais du judo et du water-polo, mais tu as bien expliqué qu'avec 4-5 heures de sport, parce que ça a peut-être fait bondir certains old school professeurs de gymnastique, non, on peut faire du sport tous les jours. Et les enfants font du sport tous les jours. Je me souviens d'une étude qui avait mis des adultes dans une pièce à taille enfant. Donc, et on devait les adultes devaient reproduire ce qu'un enfant fait dans sa journée. Mais les adultes ne tenaient pas. Parce qu'un Ah enfant oui, de 4-5 c'est ans, sûr.
qui joue Ouais. comme il joue, ben, c'est de l'entraînement de haut niveau et il grandit à travers tout ça. Et donc, effectivement, Mm. tu étais dans le jeu. C'est quelque chose qu'on retrouve dans ton concept. C'est de l'athlétisation. Et j'avais noté, ça c'est dans, oui, c'est oui, ça c'est dans la description de ton concept dans lequel je reviendrai après. Mais dans ton concept d'athlétisation et de performance, le jeu est très important. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui est spontané chez toi? Parce que personnellement, tu vois, moi, en tant qu'entraîneur en judo, un peu après toi, j'avais 6 ans, le jeu a toujours été un défi pour moi. Pour mille une raisons, j'étais plutôt l'enfant studieux, l'enfant dans la lecture, qui faisait du sport, mais ça devait être très discipline, etc. Donc le jeu n'est pas spontané chez moi. Ce sont mes enfants qui m'ont réappris à jouer. Toi, est-ce que c'était quelque chose de spontané et que tu as voulu intégrer dans tes entraînements ou comment cet aspect jeu est arrivé dans ton concept? En fait, pendant des années, je pense qu'on a vraiment beaucoup de points communs du coup, mais pendant des années, moi, ça a été réellement le judo me plaisait parce que c'était très carré. L'aspect water polo me plaisait, mais un petit peu moins au début parce que justement c'était un peu plus de jeu. Donc le judo était très carré, quasiment à partir de 6 7 ans. Mm. Il y a vraiment eu du jeu au début, mais très rapidement on est passé sur de la compétition. Et le water polo, la compétition est arrivée un tout petit peu après, mais c'est devenu un petit peu plus sérieux aussi. Et finalement, je me suis beaucoup. Alors, j'ai eu l'impression, dans un premier temps, j'étais vraiment là pour chercher la performance. Donc, ça m'allait très bien que ce soit carré. J'ai compté des carreaux de piscine pendant 18 ans. Donc, et en fait, sur un entraînement de water polo, en gros, ce qu'on fait, c'est souvent ça dure 2 heures, 2 heures et demie en moyenne, et on nage pendant 1 heure Wow. et on commence à manipuler un petit peu le ballon ou alors on fait de la technique de jambes ou du renforcement au niveau des jambes pendant une demi-heure. Et la dernière heure, on commence à jouer un petit peu avec le ballon. Sachant que pour moi, jouer avec le ballon, c'est le cœur du sport. C'est à la Ouais. base, c'est quand même ce qui m'a un peu attiré sur ce sport-là. Donc me faire 1 heure et demie de c'est dur, ça pique et machin, avant de pouvoir commencer à toucher le ballon, sachant que toucher le ballon, faut être le plus précis possible. Il y avait rien de réellement amusant pendant une demi-heure. Et finalement, une demi-heure après, la dernière demi-heure du match de l'entraînement, on commence à faire un match et là, ça devient vraiment fun pour le coup. J'ai vécu ça pendant 18 ans. Mm. Donc ça a été un petit peu long, mais ça m'allait, dans le sens où au début j'avais vraiment les résultats. Bah, pour le coup, je suis passé en équipe de France, j'ai été surclassé et tout. J'ai joué en surclassé, double surclassé pendant des années. Et sauf qu'arrivé à un moment, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir entre guillemets fait un petit peu le tour. Et les 2 dernières années de water polo, d'ailleurs, j'ai recommencé d'autres sports à côté parce que justement, je commençais à me lasser un petit peu de cet entraînement-là. Et je me suis dit, mais comment en fait, en arrivant dans cette salle low cost, je me suis dit que jamais je pourrais proposer ce que j'ai vécu en fait aux gens. Clairement, là, si demain j'entraîne quelqu'un, je lui dis sur 1 heure d'entraînement, il y a 55 minutes où ça va être horrible pour toi, pour 5 minutes où peut-être tu vas t'amuser. Mais moi-même, jamais j'aurais acheté ça. Enfin, c'est Ouais. c'est impossible. Et tu peux pas acheter ce programme-là. Et du coup, dans un premier temps, j'ai cherché à motiver les gens. Donc l'idée, c'était d'apporter de la motivation aux gens. Du coup, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur le fonctionnement du cerveau. Donc j'avais quelques bases en prépa mentale, mais c'était très très survolé. Et j'ai commencé beaucoup à me renseigner sur le fonctionnement du cerveau. Là, notamment, je suis en train de repartir. Enfin, j'ai largement commencé la formation en réflexe archaïque, par exemple. On pourra en Oui, reparler par la suite. Mais, tout à fait. mais c'est l'intégration des réflexes par le jeu notamment, qui est hyper intéressante. Et j'ai commencé en fait par intégrer simplement dans mes séances sur les moments de repos des puissances 4, donc des jeux de société qui Oui. étaient tout simples, qui étaient faciles, et il n'y avait pas réellement d'intégration des règles au sport. En fait, c'était voilà, le jeu de société il est à côté. Quand tu as besoin de te reposer, on fait une partie, et puis voilà, et puis tu vas t'amuser, et tu verras moins le temps passer, et ce sera sympa. Et petit à petit, en fait, le concept a commencé à plaire et ça a commencé à prendre un petit peu.
Et je me suis aperçu relativement rapidement, enfin, c'est les gens se sont aperçus, ils m'ont fait le retour du fait que, alors d'une part, ils se sentent mieux pour bouger, ils ont envie de venir en séance plus fréquemment, Mhm. et d'autre part, ils ont l'impression de réfléchir plus vite, d'être plus frais et plus Nice. dispo Ouais. au niveau cérébral. Donc, je me suis dit, ok, est-ce que c'est lié, enfin, on sait jamais, est-ce que c'est lié à ça, du coup? J'ai j'ai poussé un peu les études, enfin sur tout ce qui est neurosciences et tout, et un peu tout ce qu'on a pu découvrir là ces dernières années, ce qui est quand même, enfin, il y a eu quand même des découvertes qui sont hyper intéressantes. Et du coup, je me suis dit, ouais, effectivement, enfin, ça se tient. C'est possible que les effets qu'ils ont remarqués, les retours qu'ils m'ont donné, c'est possible que ce soit dû en fait à ce que je leur fais faire. Mm. Et donc, je voyais pas au départ du tout le jeu pour le tout début. C'était vraiment l'aspect motivation et l'aspect comment amener quelqu'un à s'entraîner, à bouger tous les jours. Sans la notion de plaisir, pour moi, c'était pas possible. Ouais. Donc du coup, je l'ai vraiment inséré comme ça. Et par la suite, en fait, ça s'est transformé. Enfin, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et aujourd'hui, les séances que je vais proposer, elles, elles peuvent plus se faire sans jeu. C'est-à-dire que le Ouais. jeu est devenu un cœur de séance, au C'est même ça. titre que les exercices. Quand un préparateur physique va préparer sa séance d'exercice, moi, j'ai l'aspect, Mm. le côté prépa physique et le côté jeu de société. Donc, Ouais. comment dans tout ça, je vais Ouais. intégrer mes répétitions et tout ça, quoi. C'est génial parce que tu as eu l'intuition de le faire par rapport à un besoin effectivement de trouver du plaisir dans les séances que tu proposes. Tu l'as testé, tu as eu un retour et tu as également cet aspect scientifique derrière, d'analyse et d'approche vraiment très intéressante. Je suis vraiment bluffé de ce que tu proposes aujourd'hui. Je suis impatient de commencer ce défi des 100 jours parce que je pense qu'il y a certainement du jeu caché à gauche, à droite. Mais et pourquoi je suis autant bluffé? Parce que en étant dans ce parcours universitaire, moi-même aussi, avec un sport qui est très discipline, ben, je sais que c'était un manque, mais je n'ai jamais réussi à l'intégrer. J'ai déjà testé certaines choses, mais pas avec autant d'efficacité et de précision que tu le fais. Et donc, en tout cas, bravo. Et je suis vraiment très content d'avoir découvert Merci. d'avoir découvert ton concept qui s'appelle Studio Listix, je le dis bien, parce que Ouais, c'est ce ça. matin, je me suis rendu compte que je l'avais mal écrit. Et donc, en quelques mots, je vais donner les originalités principales de ton concept et après, tu me compléteras. Hein. Tout d'abord, le cadre magique. J'avais déjà vu certaines de tes vidéos, mais je dis, mais où il est? Parce que quand j'ai créé mon studio à Bruxelles, je cherchais un endroit un peu particulier. Finalement, ça a été dans un loft qui était sympa, mais c'était un peu avant-gardiste et on n'a pas réussi avec mon épouse à faire démarrer le concept en 2007, malheureusement. Mais toi, tu es dans une vieille cave bordelaise. Alors donc, Ouais. les gens jouent, ils consomment du Bordeaux et ils s'entraînent. C'est ça finalement. C'est exactement ça. C'est Voilà, parfait. Si jamais ils gagnent au jeu de société, ils repartent avec leur bouteille. voilà. Et donc, tu as aussi un concept AG Life, je le dis bien? Ouais, Ag Life, du coup. Ouais. AgLife, qui est effectivement basé sur un concept scientifique, puisque sur le tableau périodique, tu m'as permis de réviser un peu mon tableau périodique. Ça va faire peur à certains. Hein, si on parle, on est passé du Bordeaux au tableau périodique, donc finalement, ça passe bien. Entre l'argent et le fer, tu as le lithium, et le lithium est un des éléments les plus résistants et les plus souples, si je ne me trompe, du tableau périodique, ce qui te permet d'amener justement cette polyvalence dans tes entraînements, d'avoir la discipline, parce qu'un entraînement, ça se fait avec certaines règles. On n'entraîne pas quelqu'un n'importe comment. D'ailleurs, c'est ce que tu as remarqué dans les salles, c'est que les gens n'arrivent pas à se positionner. Donc, il faut quand même une certaine conscience du corps pour aller dans le jeu, mais en même temps, il y a l'aspect mental. Et donc, Ouais. dis-moi si je me trompe, mais j'aurais envie de résumer ton concept, d'adapter le haut niveau au stress de l'homme et de la femme du nouveau monde, sachant que tu amènes des concepts d'optimisation et de performance, mais dans un monde stressant qui n'est plus du tout le stress de nos ancêtres, c'est-à-dire un stress de vie ou de mort, mais un stress inconscient, latent, qui est là, chronique, et qui épuise les gens. Ouais.
C'est plutôt très bien résumé. Ah bah, écoute, ça me fait plaisir. Au moins, le message que tu fais passer à travers ta communication, en tout cas, passe bien. En plus, il y a un aspect de communauté qui est vraiment important pour toi. Et clairement, en venant du water polo, tu l'as dit, il y a le jeu, mais il y a aussi l'équipe. Ce que moi, j'ai toujours manqué finalement avec le judo. Il y a les interéquipes en judo, mais c'est très, très faible en termes d'impact sur notre sport. Et puis, tu as aussi, et c'est là que je vais te poser une troisième question, un élément qui est important pour toi à travers tes entraînements, c'est permettre aux gens de réaliser un certain accomplissement et de développer leur confiance en eux, qui est effectivement un élément que je mets encore beaucoup dans mes coachings global et holistiques. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, de par ton expertise, un bel exemple d'accomplissement dans un de tes clients qui, grâce justement à tous les éléments que tu intègres dans tes entraînements, que ce soit le jeu, l'optimisation, parce que c'est des entraînements intenses, hein, ce n'est pas uniquement puissance 4 et puis on se lance les jetons. Il y a de la sueur, il y a des tensions musculaires parce que ça a un lien avec nos neurones. Mais est-ce que tu aurais l'exemple, un petit exemple comme ça d'un client? Je te prends un froid là, mais Ouais. Après, j'en ai pas mal du coup, mais il faut que faut voilà. que j'en choisisse un qui est assez parlant. Mais à la limite, je vais avoir deux exemples qui vont être vraiment, vraiment très parlants et qui partent pas exactement du même profil. Et j'ai un client que j'ai rencontré du coup dans la salle low cost dans laquelle j'ai passé 6 mois. Ouais. Et ce client-là avait des atteintes au niveau du cervelet, donc des atteintes d'une maladie OK. neurologique, donc qui atteignait son cervelet et qui touchait les fonctions de son oreille interne. Donc, ce qui fait qu'il allait, en fait, quand il était debout et qu'il se mettait à marcher, il pouvait pas marcher plus de 10 minutes sans avoir la tête qui tourne, envie de vomir, et du coup être obligé de se Wow. poser, donc de s'asseoir quelques temps avant de repartir. Donc il a passé des examens neuro, il n'a pas eu d'opération, par contre il a été alité pendant 1 an. Et avant ça, il était en surpoids, il doit faire 1 mètre 65 et il faisait à peu près 120 kilos, donc il était largement en surpoids. En étant alité pendant 1 an, il a pu rien faire du tout. Et il a même pas pu se nourrir, il était Wow. en sonde. Donc il est passé à 55 ou 60 kilos. Enfin, il a perdu quasiment la moitié de son poids. Et à l'issue de ça, bah, il a perdu essentiellement du muscle. Bien sûr, il a perdu du gras, mais il a perdu essentiellement tout son muscle. Et du coup, il a fallu qu'il passe par des mois de kiné pour se rééduquer et réapprendre à marcher. Et à partir de là, il pouvait pas marcher plus de 10 minutes sans avoir la tête qui tourne et des vertiges et être obligé de se poser. Sur le scanner, alors son neurochirurgien, enfin son neurologue, lui disait que effectivement on voyait une tache au niveau du cervelet qui était responsable de cette maladie-là et qu'elle pourrait jamais disparaître. Donc il lui a conseillé d'aller s'inscrire dans une salle de sport pour ne, ne pas éviter que ça s'aggrave, mais que ça s'améliorerait pas dans tous les cas. Donc il y avait rien à faire et ça s'améliorerait pas, ça resterait comme ça. Mais pour pas que ça s'aggrave, il fallait qu'il se mette au sport et qu'il se mette à bouger un petit peu tous les jours. Donc suite à ça, c'est un gars que j'ai croisé pendant quasiment 1 mois et qui voyait que à l'époque, je m'entraînais 2 fois par jour en CrossFit, donc un autre sport que j'ai découvert à cette époque-là. Et du coup, qui me voyait m'entraîner bah, dans la salle dans laquelle j'étais. Et au bout d'un mois et demi, il est venu me voir en me disant, bah, en m'expliquant son problème et en me disant, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire, sachant que bah, il me voyait essentiellement marcher sur les mains et il m'a dit que c'était pour ça qu'il était venu me voir en me disant que je devais maîtriser du coup l'équilibre et que lui il avait un très gros problème d'équilibre. Donc, bah, à partir de là, je connaissais pas son atteinte, je connaissais pas sa maladie. Je commençais à peine à mesurer un petit peu bah, l'importance du jeu et l'importance du cerveau dans le mouvement et tout ça. J'étais pas encore tout à fait sûr, entre guillemets, de ce que je voulais proposer. Et du coup, ouais, je dis, bah, on essaye. Je suis sûr de rien et je vais me renseigner. Et par contre, du coup, à partir de là, je me suis beaucoup renseigné sur ces atteintes, notamment sur le cervelet, qui est une partie hyper importante Mm. de notre cerveau. Du coup, c'est notre cerveau primitif qui est commun entre guillemets à tous les animaux et du coup qui est responsable de tous nos automatismes et nos fonctions vitales. Et, euh, et en fait, à partir de là, j'ai fait un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup au feeling. Donc, je me suis dit,
Tout simplement, ce gars-là, il a peur de quoi? Il a peur de tomber. Donc, je vais lui apprendre à tomber. Donc, il a appris à tomber. On a fait des roulades. Il a fait des roulades pendant un mois. Pendant un mois, je le voyais 2 à 3 fois par semaine. Wow. Et à chaque fois qu'on se voyait, il apprenait à tomber et sur différentes surfaces, au départ avec des tapis, un petit suite, et petit à petit on est tombé sur du dur. Ensuite, donc là, clairement, on faisait du judo, par exemple. Ah oui. Donc toutes les chutes avant, les chutes arrière et tout ça, c'était exactement tout ce que j'avais pu voir en judo. Après, j'ai commencé à lui faire un petit peu de gym. Donc, même si c'était des exercices qui étaient relativement basiques, c'était des exercices qui lui faisaient se perdre complètement. Donc, lui, simplement Ah. monter les escaliers, déjà, il avait l'impression d'avoir la tête qui tourne et tout ça. Donc, Mhm. c'était hyper compliqué pour lui. Et en fait, petit à petit, on a repris vraiment les bases. Je me souviens d'une séance où pendant 1 heure, je l'ai fait marcher sur une ligne. C'était énorme. Je me suis dit, j'ai jamais aussi peu préparé une séance. C'est impressionnant. Le gars, l'objectif, c'était de marcher sur une ligne, mais il n'y arrivait Avec ou pas. sans le Bordeaux? Pour le coup, sans le bord, il n'y avait pas vraiment le Voilà. droit. Mais, euh, mais il n'arrivait pas à marcher sur une ligne. Et en fait, je me suis aperçu que toute sa capacité de concentration, c'est ce qui était hyper important. Il y a des séances sur lesquelles il avait envie que ça aille vite, il en avait marre d'être en échec, Mm. ça lui allait pas, il était tout le temps dans l'inconfort et le regard des autres le gênait beaucoup. Mhm. Donc, du coup, quand on avait des séances sur les séances du midi ou les séances du soir, ça le gênait énormément parce que lui marcher sur une ligne, il n'y arrivait pas quoi. Donc, alors qu'à côté il y a des gars qui soulèvent des charges et tout ça, donc ça le gênait. Donc on s'est mis sur des créneaux où il y avait personne. Soit il venait très tard le soir, soit il venait très tôt le matin. Et on a continué comme ça pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que ils réussissent à marcher de façon normale, sans plus avoir de troubles. Donc lui, il y croyait pas vraiment, entre guillemets, parce que son neuro lui avait dit que Mm. ça changerait rien, juste ça s'empirerait pas. Et on s'est retrouvé, ça c'était en octobre, du coup, lui, il est venu me voir en octobre, et en mars, il avait un examen de contrôle, un nouveau scanner et tout ça pour voir où ça en était. Et en mars, il n'y avait plus de taches au niveau de son cervelet. Il n'y avait plus rien. Donc, le neurologue comprenait pas. En fait, il comprenait pas comment c'était possible que ça ait disparu. Mm. Donc, mon client, du coup, il lui a dit, moi, je me sens mieux, je me sens plus à l'aise, j'arrive à marcher fréquemment, enfin, j'ai plus aucun vertige, plus aucun tournis de quoi que ce soit. Et donc, depuis ce moment-là, en gros, on a continué vraiment à se développer en reprenant toutes les bases, pour le coup, posturales, toutes les bases de l'équilibre et de la coordination énormément. Donc tout ce qui est coordination œil-main. Et en fait, dans toutes ces séances, je lui demande énormément d'investissement. Là, aujourd'hui, on fait des séances qui sont plus courtes, qui font 30 minutes, mais c'est 30 minutes pendant lesquelles tous ces sens sont tout le temps stimulés. C'est ça. Donc, C'est du haut c'est-à-dire que niveau. c'est du haut niveau de monsieur et madame tout le monde. C'est Mais un, pour un lui, gars bah, qui c'est ça. s'entraîne plus. Pour, Ouais. pour, pour, pour lui, l'engagement que tu lui demandes, c'est le même engagement que l'athlète de haut niveau qui veut monter, qui veut améliorer son score de 1 centimètre ou d'une demi-seconde. Pour lui, par rapport à ses capacités, c'est même encore. J'en parlais hier avec une formatrice. C'est parce que l'athlète de haut niveau, il a confiance en son corps et donc le mettre à l'effort pour atteindre cette petite performance, quelque part, c'est facile dans la motivation. Mais un client, comme tu viens de l'expliquer, toi, tu dois être toujours derrière lui pour le motiver parce qu'il connaît ses limites. Et donc, son corps ne le soutient pas autant. C'est vraiment du mental à ce niveau-là. Il a là où il m'impressionne vraiment, c'est sa détermination. Mm. Clairement, là, c'est un gars pour moi, qui s'entraîne beaucoup plus dur que les athlètes de haut niveau. Ouais. Parce que il part de beaucoup plus bas déjà, d'une part. On lui a toujours dit que c'était terminé, que c'était mort, que quoi Mm. qu'il fasse, ça changerait rien. Et il a quand même fait beaucoup plus que ce que je lui demandais, parce que tous les exercices en fait qu'on faisait ensemble, il les refaisait chez lui. Ouais. Wow. Euh, c'était vraiment impressionnant. Et en fait, il a eu des résultats qui sont vraiment impressionnants. Et aujourd'hui, en termes de performance, c'est un gars qui a couru le marathon de Paris, par exemple. Donc là, il a couru le marathon de Paris en 4 heures au début du mois. Il a couru le marathon de Paris en fin d'année parce qu'il a été décalé en Ouais. 3h54. En juin l'année dernière, on a fait une Spartan ensemble. Il a couru 55 km. Donc avec 60 obstacles, c'est un parcours du combattant. Wow. Et c'est un gars qui, toutes les semaines, court 60 km. Donc tous les matins, il se lève à 5 heures. Il va faire ses 15 à 20 km.
il rembauche, il repart au boulot après. À 21h, il est couché pour pouvoir se lever à 5h. Et il fait ça tous les jours. Et quand il court pas, il vient à la salle. Il s'entraîne 6 jours sur 7. Il s'entraîne Wow. 6 jours sur 7 et c'est un athlète de haut niveau. Oui, c'est ça, Aujourd'hui, tout à fait. il aurait pas pu. C'est un athlète de haut niveau. C'est ce que j'appelle un polyathlète. Donc, pour Ouais. le coup, là, on rentre sur donc le terme ag life, ça amène la polyvalence et le fait d'être un polyathlète, c'est-à-dire qu'on va chercher à optimiser sa performance dans tous les domaines possibles et envisageables. Ouais. Donc là, par exemple, dans le défi des 100 jours, on parle beaucoup de jonglage. Donc le jonglage, au niveau, je l'explique dans le livre, mais rapidement au niveau neuronal et coordination œil-main et Ouais. création de nouveaux neurones, c'est impressionnant. Ça fera C'est plaisir énorme à, les bénéfices. Ça fera plaisir à un de mes coachés à qui j'ai demandé de faire 5-10 minutes de jonglerie tous les soirs en revenant du boulot. Alors, il m'a regardé avec une hésitation. Et puis il le fait et clairement ça le détend parce que c'est amusant, il ne se prend pas la tête avec et petit à petit il progresse. Et c'est vrai qu'au niveau neurologique, c'est vraiment extrêmement puissant. En tout cas, c'est vraiment, je savais en lisant ta biographie, David, et ton profil, qu'on allait bien s'entendre et échanger énormément, mais j'espère que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, les coachs qui nous écoutent, les indépendants, ça vous inspire autant que moi, parce que franchement, il y a énormément de potentiel dans le sport, parce que quand on parle de sport aux gens, les gens pensent à courir sur un tapis, mais au niveau neurologique, je me suis d'ailleurs toujours demandé ce que provoquait le fait de courir sur un tapis alors que je dirais le paysage ne bouge pas, parce que c'est quand même très curieux. Déjà, quand j'ai voyagé au Pérou, le fait d'aller courir pour tenir la forme, les locaux dans les villages se disaient, mais pourquoi il court, lui il est poursuivi par une bête sauvage, parce que ça, c'est vraiment très moderne de courir pour le plaisir. Parce que on en voyait, c'était en 2004, on en voyait, ils venaient de villages en montagne, et on s'est rendu compte qu'ils marchaient 1 heure le matin pour descendre, bosser en ville, et remontaient 2 heures le soir tous les jours. Donc effectivement, pour eux, courir pour le plaisir, ça n'avait aucun sens. Donc, courir sur un tapis roulant, je ne sais pas si toi, tu as déjà une réponse là-dessus, mais quel impact ça peut avoir sur notre cerveau alors que le corps ne bouge pas, mais on court. Enfin, ce serait l'occasion d'une autre conversation. Mais là, je voudrais passer, David, avec toi en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. J'avais 2 questions. Une première, par rapport à toi, tes activités en tant qu'entrepreneur pour maintenir la forme. Quelles sont un peu tes routines que tu utilises au quotidien en termes d'activité sportive, en termes de nutrition, en termes de relaxation? Et on y reviendra après par rapport au défi des 100 jours. Comment un défi des 100 jours peut aider justement quelqu'un qui n'est pas du tout dans la remise en forme parce qu'il a abandonné finalement sa santé pour son entreprise, parce que souvent, hein, on a des entrepreneurs qui vont s'oublier pour, dans un état de survie, agir sur l'entreprise. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Alors, je retrouve un petit peu mes habitudes d'avant. C'est-à-dire que je vais fluctuer beaucoup Mhm. entre aujourd'hui j'ai envie du jeu, donc je vais m'amuser, et aujourd'hui j'ai besoin de rigueur et de discipline, et là ça va être différent. Par contre, je m'entraîne tous les jours, très clairement. Ce que j'appelle m'entraîner tous les jours, c'est je vais bouger en conscience. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas spécialement finir au bout de ma demi-heure d'entraînement par terre ou quoi que ce soit. C'est pas spécialement mettre une intensité énorme, c'est bouger en conscience dans le sens où j'essaye de faire du bien à mon corps. Donc, je vais avoir beaucoup recours à un procédé en imagerie mentale, on appelle ça le body scan, donc c'est Mhm. le scan corporel. C'est le fait de rapidement savoir ce dont ton corps a besoin à un moment donné. Et dans la journée, ça peut évoluer, mais si mon corps a besoin de quelque chose à un moment donné, eh bien, je vais essayer de lui apporter rapidement. Donc là, c'est tout bête, je viens juste de faire un body scan et je me suis aperçu que j'avais le dos voûté, donc je vais remonter ma caméra et je vais me redresser un peu. Ça, c'est ce que j'appelle, euh, pour un polyathlète, c'est ce que j'appelle déjà de l'entraînement. Donc Mhm. simplement, là, faire évoluer mon environnement par rapport à mes besoins, c'est déjà de l'entraînement pour moi. Je m'entraîne à optimiser mon potentiel. Donc là, je serais mieux si j'étais redressé, mais je fais en sorte d'être redressé. Voilà. Donc ça peut être
considéré comme ça. Donc là, tous les coachs qui peuvent regarder ou tous les gens qui ont un petit peu de notion dans le sport, ils vont me dire mais c'est pas du tout un entraînement, il est un peu bizarre. Mais c'est ce que je vais appeler en termes de polyathlète, de polyvalence, le fait d'avoir une conscience corporelle constante, c'est quelque chose qui est hyper important. Et donc, simplement réfléchir parfois à qu'est-ce que je peux apporter à mon corps pour me sentir mieux, c'est de l'entraînement. Après, je fonctionne énormément par des circuits de mobilité. Donc, les circuits de mobilité, en gros, la mobilité, on refait une définition ou Tu ça va peux, oui, rapidement. vas-y, parce qu'on est ici avec un auditoire qui n'est pas uniquement lié à la santé. J'ai beaucoup d'invités qui ne sont pas du tout dans le domaine de la santé eux-mêmes et qui sont entrepreneurs, donc vas-y. Bah, la mobilité, ça va être contrôler le mouvement d'une articulation dans son amplitude maximale. Donc dans l'ensemble de ces degrés d'amplitude. C'est-à-dire que ça va permettre, je l'ai vu essentiellement en réathlétisation du coup, donc en prévention de la blessure et en retour post-blessure, mais essentiellement en prévention de la blessure. L'idée, c'est de pouvoir apporter un contrôle moteur. Donc ça veut dire que notre cerveau est capable de contrôler chaque degré d'amplitude qui est censé prendre une articulation. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, mon articulation peut se retrouver dans une amplitude dans laquelle elle est faite pour être, bien sûr, je vais pas me retourner le genou dans l'autre sens, mais par contre, s'il peut plier jusqu'au maximum, mais logiquement, il peut plier jusqu'au maximum, il va plier jusqu'au maximum et je vais l'entraîner à plier jusqu'au maximum. Surtout, c'est ça qui est important. C'est que je vais aller chercher l'amplitude et sur cette amplitude-là, je vais mettre une notion de force. Et cette notion de force, ça va me permettre au niveau cérébral de créer des neurones pour dire à mon cerveau et à mon corps, c'est possible d'aller dans ces amplitudes-là et il n'y a pas de douleur ni de blessure, c'est normal. Et pas de risque. C'est vraiment ça qui est important parce que ça, c'est un excellent exemple par rapport au squat complet. J'entends parfois des entraîneurs qui disent ben non, à un certain âge, on ne sait plus s'asseoir en squat complet, mais à vide, on le voit dans certaines régions comme en Asie ou au Maghreb, des personnes du troisième âge qui sont assis par terre et qui n'ont jamais arrêté de s'asseoir sur leurs talons. Et donc, c'est vraiment un élément important. Ça me fait penser à une biomécanicienne américaine qui a un super podcast et qui a enlevé les fauteuils dans sa maison et devant justement la télé pour les enfants, ce sont des poufs justement pour éviter d'avoir cette position assise, verticale, dos. Voilà, parce qu'on est fait pour bouger, comme tu le dis, et ça fait partie d'entraînement finalement. On peut s'entraîner devant la télé. Ouais, alors, ouais, on peut s'entraîner devant la télé, il y a mieux, mais, mais on peut s'entraîner devant la télé et on peut s'entraîner en mangeant, par exemple, au quotidien. L'entraînement, dans ma notion de polyathlète, en tout cas, la notion que j'essaie de défendre, c'est la recherche de l'optimisation dans tous les domaines de notre vie. Et un truc qui est tout bête, par exemple, alors j'ai lu un livre qui était très très intéressant de Norman Doidge, qui est un journaliste qui est qui est énormément dans les neurosciences et qui fait un retour de toutes les expériences qu'on peut retrouver. Et il expliquait qu'il y a un patient qui était atteint de Parkinson, donc d'un Parkinson prématuré, en gros, donc à l'âge de 35 ou 36 ans. Wow. Il commençait déjà à avoir des tremblements, donc quelque chose qui est c'est très très dur à assumer, quoi. Il commençait déjà à avoir des tremblements et il a appris non seulement à vivre avec son Parkinson, mais en plus à contrer les effets de son Parkinson en se renseignant et en s'entraînant, lui, en entraînant son cerveau tous les jours à agir différemment. En fait, le Parkinson, ça atteint certaines parties des neurones qui sont liées à la mémoire à long terme. Donc, c'est-à-dire que c'est des tâches qu'on effectue au quotidien, pour lesquelles on n'a plus besoin de réfléchir, qui sont atteintes. Donc, par exemple, la personne qui est atteinte du Parkinson, quand elle va commencer à boire son verre comme elle l'a toujours fait, elle va avoir des tremblements, elle va avoir du mal à le faire parce que ces neurones-là sont plus disponibles pour faire cette action. Donc, il a trouvé plein de façons de contrer ça. Et en fait, il a mis en place un quotidien dans lequel il fait que réapprendre tous les jours à faire des gestes du quotidien. Et c'est-à-dire que il mange, par exemple, s'il est droitier, il mange avec la main gauche, avec la fourchette de la main gauche. S'il veut boire quelque chose, mais des fois il va boire à la bouteille, des fois il va boire avec une gourde, des fois il va boire avec un broc. Donc et en fait, il a plus aucun tremblement parce qu'il a plus du tout la notion de cette habitude. En fait, il a plus d'habitude. Et il a supprimé tout ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant
de voir à quel point, alors, cette personne-là, du coup, elle est un peu poussée dans ses retranchements parce que on lui dit, soit tu as un Parkinson, c'est dégénératif et ça va être très, très compliqué pour toi. Tu as 35 ans, choisis ce que tu veux. Ouais. Cette personne-là a réussi à complètement le contrer. Aujourd'hui, c'est une personne qui a 70 ans et ça fait Waouh. 20 ans ça fait 20 ans qu'elle te dit, j'ai oublié que j'avais un Parkinson. C'est ça. J'ai oublié que j'avais un Parkinson et il y a seulement des fois, quelques fois quand il est fatigué ou alors quand il y a trop de tâches cognitives à faire, c'est-à-dire que quand il va manger, qu'il va y avoir la télé Mm. et qu'il va devoir réfléchir à une discussion pour argumenter, des fois les tremblements vont revenir. Mais c'est ce qu'il dit, il dit, il y a que moi qui le sens et du coup je m'y prends directement, je change de façon de faire et puis ça disparaît. Donc c'est quelqu'un, tu peux l'avoir en face de toi sans jamais t'apercevoir qu'il a un Parkinson. Ouais. Parce Waouh. il a réappris complètement à reprogrammer son cerveau, à le réentraîner. C'est à moindre échelle parce que on est quand même, on a la chance de ne pas être atteint spécialement de maladies dégénératives, mais c'est à moindre échelle ce que je voudrais proposer aux gens qui veulent devenir polyathlètes. C'est ça. C'est-à-dire constamment chercher à s'améliorer. Tout à fait. Et travailler sur cette neuroplasticité que donc tu travailles toi-même au quotidien. Et est-ce que tu suis en dehors de cet aspect biomécanique et neurologique, est-ce que tu as, toi, des habitudes au niveau de la relaxation, au niveau de l'alimentation? Qu'est-ce que tu as comme routine en tant qu'entrepreneur? Alors, au niveau de l'alimentation, c'est un peu particulier parce que je fais énormément en fonction de mes envies. Après, là, Mhm, ça fait quelques années que je suis sur un régime intermittent. mhm. Tout simplement parce que, alors en tant qu'entrepreneur, en tout cas, je travaille pour l'essentiel, c'est le matin. Donc, je travaille beaucoup le matin. Donc, c'est sur des horaires qui font en gros 6h, 14h. Et je me retrouve à manger à partir de 14h, enfin de 14h30 pour mon premier repas de la journée C'est ça. et le soir. Donc, c'est une routine que j'ai pris l'habitude d'avoir. Je m'entraîne en général dans la matinée. Mhm. Donc voilà, soit entre deux coachings, soit des fois avec un client, on s'entraîne ensemble. Mais c'est une routine que j'ai pris l'habitude d'avoir. Et par contre, au niveau alimentaire, sur mes repas, faut pas que je vois un nutritionniste. Il va craquer. Très clairement, alors, c'est pas que je mange beaucoup trop, mais vu que j'ai un repas de moins constamment, Mhm. je mange beaucoup plus du coup, et j'ai des apports qui sont différents. Et après, je suis très sujet au moment de l'année, à l'environnement. Mhm. Donc, je suis beaucoup là-dessus. Et par exemple, bah, l'hiver, je vais avoir tendance à prendre 3 kilos de gras qui servent pas à Mhm. grand-chose. Et l'été, bah, je vais les remplacer par 3 kilos de muscle parce que bah, j'ai plus la pêche, j'ai plus tout ça. En fait, je vais être très timé, mais c'est quelque chose qui me dérange pas aujourd'hui dans la performance et les objectifs Ouais. de vie que je peux avoir. Est-ce que ça s'est développé en développant ton approche de polyathlète, d'être aussi sensible à ton environnement? Bon, maintenant à Bordeaux, c'est vrai qu'il fait pas. Cette année-ci, on a eu -35 ici à Ottawa. Je pense que tu ne risques Ouais. rien à Bordeaux. Mais est-ce que ça s'est développé avec le temps ou est-ce que c'est déjà quelque chose sur lequel tu étais sensible étant plus jeune? Alors, étant plus jeune, j'étais sensible, mais pas aux raisons. Donc, c'est-à-dire que je comprenais pas, par exemple, pourquoi en janvier, je pesais 3 kilos de plus qu'en Ok. octobre. Je le savais, mais voilà, je comprenais pas spécialement pourquoi. Là aujourd'hui, je pense que c'est énormément lié au soleil. Donc Mhm. c'est vraiment le fait que les jours se raccourcissent et se rallongent qui joue énormément. Mais ouais, je pense que j'ai été sensible à ça sur un rapport individuel, mais je faisais pas spécialement le lien avec mon environnement. C'est ça. Et au niveau alors, je vais peut-être passer alors à la question suivante parce que ça va correspondre un petit peu avec le troisième élément qui est un petit peu la relaxation et la gestion du stress. Parce que tu as ouvert ton studio en janvier 2019 et 15 mois Ouais. plus tard, hein, mars 2020, Bardaf, on ferme tout, on est dans un confinement unique, je dirais, dans notre histoire d'être humain, que ce soit à Bordeaux, ici à Ottawa ou dans la plupart des villes occidentales. Comment est-ce que tu as géré, toi, cette situation en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as été pris par l'angoisse, le stress? Quelles ont été tes ressources pour gérer ça? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens aujourd'hui? J'ai déjà une petite idée, hein. Mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens aujourd'hui pour sortir du stress et de l'angoisse?
Alors, ouais, il y a plusieurs questions. Il y en a deux. Ouais. Ouais. Alors, dans un premier temps, ouais, quand on a eu l'annonce le 17 mars du confinement, j'étais dégoûté dans un premier temps parce que pour moi, mars 2019, c'était le premier mois pendant lequel auquel j'aurais pu me payer. Donc j'aurais pu en un an en fait, j'aurais déjà pu me payer, ce qui était hyper, inattendu et très très agréable et c'était quelque chose qui était très valorisant pour moi. Et au final, bah, j'ai dû reculer ça parce que il a fallu s'adapter très rapidement. Et en même temps, à l'annonce du confinement, j'étais hyper excité parce que, bah, en fait, je m'entraîne pour ça depuis des années. C'est-à-dire que je m'entraîne à m'adapter constamment et j'ai jamais eu l'occasion de réellement m'adapter bah, sur un sujet qui était aussi important que la survie de ton entreprise, quoi. Donc, et ça a été hyper excitant et j'ai passé quasiment une nuit blanche à organiser toute la suite. Et en gros, on a eu l'annonce le samedi. Nous, tout allait bien. Enfin, on a entendu parler du Covid, mais c'était pas, enfin, Alors, il y avait rien de grave jusque-là. Et en fait, du jour au lendemain, c'était confinement. On n'a pas compris. Et, euh, et du coup, le 17 mars, c'était un samedi. Le dimanche, j'ai jamais de séance. Et le lundi, je récupère normalement. Et dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de voir l'entraînement, en gros, je me suis jamais porté sur le visio, donc sur les entraînements en mhm, vidéo, parce que moi j'aime bien avoir le contact avec les gens. Souvent, je vais toucher les gens pour leur mhm, faire prendre ouais, conscience de leur posture et tout tout à ça. fait. Et là, bah, il n'y a pas eu le choix du coup. Donc, je me suis mis sur le visio et en fait, j'ai fermé aucune séance. Donc, j'ai maintenu toutes les séances entre samedi et dimanche. Du coup, j'ai eu la solution pour maintenir toutes les séances et j'ai juste rappelé tout le monde. J'ai rappelé tous mes clients en leur disant ça continue. Vous avez du temps en plus maintenant. Donc, il n'y avait pas encore le télétravail et tout. On était juste en confinement et en vacances. On savait pas quoi faire en fait. Donc, on a du temps. On continue les séances comme c'était. Si vous voulez en faire plus, on peut en faire plus aussi. Et du coup, j'ai adapté des tarifs, donc ça a été hyper rapide à mettre en place. Et au final, sur ce confinement-là, donc sur ce premier confinement, j'ai perdu personne et j'ai récupéré des gens. Donc j'ai récupéré des gens parce Wow. que je parlais sur les réseaux un petit peu, je communiquais comme quoi bah, il y avait des séances, c'était fun. En moyenne, on était 10-15 à chaque séance, donc c'était cool. Et ce qui a été très difficile par contre, et là où j'ai passé ma nuit blanche, c'était j'ai pris ma liste de jeux et je me suis dit comment je fais pour leur faire faire du sport, sachant ils ont pas de matériel, ils ont pas de jeu, ils ont pas de plateau. Comment je fais pour faire ça? Et du coup, je me suis retrouvé avec deux téléphones, mon ordi pour filmer les plateaux de jeu, les machins. Et en fait, ça roulait, ça passait même avec les jeux. J'ai Wow. créé mes propres plateaux de jeu et tout pour que ce soit beaucoup plus simple à mettre en place et que, en gros, je fonctionnais comme une bataille navale en fait pour pouvoir bouger leurs pions et tout ça. Ils me Ouais. donnaient les coordonnées d'une case. Et ça a roulé comme ça hyper bien. J'ai récupéré des gens pendant le premier confinement. Et c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Et moi, je l'ai vraiment pris comme le moyen. Moi, ça m'a amusé. Vraiment, Ouais, c'était fun. on l'entend. C'était vraiment fun. Et ouais, c'était cool comme expérience. Et j'étais content enfin de pouvoir dire, bah, je m'entraîne depuis des années pour faire ça. Voilà, là, Ouais. je peux y aller, quoi. Cette Je peux y aller. adaptabilité, c'est ce qu'on dit, hein, la survie viendra non pas du plus fort ou du plus intelligent, mais de celui qui arrive à s'adapter le plus facilement à son environnement. Et là, tu nous donnes un exemple pratique et très, très cohérent. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux entrepreneurs qui aujourd'hui sont encore dans le stress et l'anxiété, peut-être parce que ça fait 2 ans que c'est compliqué. Est-ce que tu proposes toujours des entraînements en visio éventuellement? Ouais, alors là, ça a été, du coup, c'est quelque chose qui s'est intégré. Donc, c'est encore une occasion bah, de rajouter quelque chose à ma pratique. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que le visio aujourd'hui, c'est devenu l'une des parts quasiment les plus importantes du studio. C'est-à-dire que quasiment plus de monde qui viennent de partout en France. J'ai même des gens qui viennent de Suisse, de La Réunion. Que je suis en visio plutôt que des gens qui viennent en présentiel Mm, au studio. c'est ça. Et j'ai même intégré le visio au studio. Donc c'est-à-dire que j'ai une équipe qui est bah, sur la télé. Du coup, là, j'ai investi dans une grosse télé, machin. Enfin, c'est c'est pas très bien au niveau du cerveau, mais c'est pas très grave.
mais parce qu'ils ils sont pas trop exposés non plus. Mais j'ai une grosse équipe et du présentiel, et les deux équipes s'affrontent pendant un jeu en faisant les mêmes mouvements et ainsi de suite. Et du coup, ça crée une grosse communauté qui est assez intéressante. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire sans le confinement. C'est ça. Donc enfin, sans cette situation-là, c'est pas que j'y aurais pas pensé, c'est que pour moi, c'était pas viable. C'était Mm, pas quelque chose de viable et c'était trop compliqué à mettre en place et les gens auraient pas suivi. mm, Et du coup, je pense que le gros premier conseil, c'est d'essayer vraiment de prendre du recul sur chaque mm, situation, parce que souvent quand on voit un problème et qu'on voit pas la solution, c'est qu'on est trop dedans et on est peut-être un peu trop dans l'émotionnel. mm. Et du coup, quand c'est notre entreprise, ça a tendance à nous prendre vraiment au trip et à dire, j'arrive à peine à m'en sortir, ou j'arrive déjà pas à m'en sortir, ou c'est déjà très compliqué. Faut en plus que l'environnement il me rajoute une difficulté. Pourquoi moi? Mm. En fait, il faut juste se rappeler que l'environnement il est là, qu'on soit là ou pas. Donc qu'on ait une entreprise qui fonctionne ou pas, lui l'environnement il s'en fiche un petit peu, quoi. Ouais. Donc Et, donc clairement c'est pas contre nous, c'est pas personnel. non, c'est Ça ça. c'est Et ça a hyper toujours important. été, je veux dire, c'est vraiment très récent, mais à l'époque où la survie tournait autour de la communauté, de l'agriculture, de la protection, ben, l'environnement, on devait s'adapter par rapport à cet environnement. Et c'est vrai que ces dernières années, on est un peu dans notre confort et on pense que, on entend beaucoup aujourd'hui, les gens disent, dire j'ai envie de revenir au monde d'avant. Mais le monde, il a changé et il faut pouvoir continuer à s'adapter. Là aujourd'hui, ouais, je pense qu'il faut clairement que la société s'adapte, parce que les routines, les habitudes de notre société nous font régresser au niveau cérébral. Mhm. Euh, Très clairement, on est en train en fait, on a eu un développement de notre cortex, du coup, qui fait la différence entre les autres mammifères et nous. On a un cortex qui est plus grand et qui est capable de penser, de conscience. Et ce cortex-là s'est développé avec l'érection du rachis, donc c'est-à-dire Mhm. avec le fait qu'on se tienne debout, qu'on puisse voir au-delà des grandes herbes et qu'on puisse découvrir d'autres choses. Donc on a eu nos différentes parties du cerveau qui sont développées avec ce cortex-là. Et aujourd'hui, ça a été prouvé que la posture a permis le Mhm. développement de ce cortex-là. Aujourd'hui, sur nos ordinateurs, on est en train de se voûter. Et Mhm. donc, on est en train de réduire notre cortex et de repenser de moins en moins, d'avoir de moins en moins de conscience. Et ça se voit, les gens ont beaucoup moins de conscience corporelle. Ils sont beaucoup moins dans la prise de recul, parce que, étant tout le temps le nez devant l'ordi, ils prennent les infos. Et en fait, le souci d'un ordi ou d'un écran, c'est qu'on n'aura jamais une source d'information aussi importante. C'est-à-dire qu'on là simplement, même sur un écran, là j'étais en face, je vois tous les livres derrière, Mhm. je suis intrigué, j'ai envie de savoir ce que tu es en train de lire, je vois plein de couleurs, je vois plein de choses. En plus, je t'entends, il y a des choses qui se passent autour de moi, il y a plein d'infos. Ça, pour le cerveau, c'est une source qui est hyper stimulante et qui va permettre de sécréter énormément de dopamine. Je sécrète j'ai une sensation de satisfaction, une sensation de plaisir qui viennent s'y associer, parce que je suis devant un écran. Par Mhm. contre, là, tu me sors de l'écran pour recréer autant de dopamine et autant de Tout à sensations, fait, il va falloir en faire des choses. Donc, il va clairement. falloir se mettre en mouvement, commencer à réfléchir à une stratégie, à mettre en place une communication efficace avec une équipe, parce qu'on a envie de gagner un jeu, par exemple. En fait, c'est l'idée. L'idée, c'est de Ouais. recréer cet effet-là. Et, euh, et du coup, faut changer. En fait, faut pas changer le fond. C'est-à-dire qu'il faut pas changer la stimulation. Pour moi, c'est quelque chose qui est très très bien. Ouais. L'avènement des écrans et tout, ça nous a montré qu'on pouvait pousser le traitement de l'information à un niveau qui est énorme. Parce que traiter de l'information quand tu regardes un film d'action aujourd'hui à la télé, waouh, ça explose dans tous les sens. Tout à fait. T'as des informations à traiter de partout. En plus, si tu es sur ton téléphone pendant ce temps-là, c'est monstrueux. Ton cerveau est capable de traiter énormément de choses. Mais il est capable de le traiter uniquement quand il reçoit la lumière bleue de l'écran. Et une fois Mm. qu'il n'y a plus de lumière bleue, il s'éteint complètement, il est complètement en veille. Et il Ouais, est désintéressé de tout ce qui se passe. Et donc, moi, clairement. l'intérêt, ça va être de réussir à le stimuler de cette façon-là, donc autant qu'avec tous ces écrans-là, mais avec de la lumière, en fait, qui est naturelle et pas de la lumière bleue qui vient d'un écran.
Et une C'est ça le connexion, challenge. voilà, et une connexion avec le corps, parce que tu parlais effectivement des écrans et de la position, mais on a aussi de plus en plus d'adolescents. Moi, je le vois ici au Canada, mon fils ne prend plus de notes au cours, il a 15 ans, ils sont derrière un écran, mais cette motricité fine par rapport à l'écriture, ben, elle n'est plus développée, et puis on va se retrouver avec d'autres problématiques par rapport à des ados qui n'ont plus utilisé leurs deux cerveaux pour écrire, mais qui sont devant un ordinateur et qui écrivent avec plus de fautes d'orthographe que de lettres, c'est possible, ou des demi-mots. Donc clairement, comme tu le dis, on est malheureusement dans une dégénération de notre humanité à tout niveau. Et par contre, par rapport à l'exemple que tu as donné, le témoignage de ton client tout à l'heure, et aujourd'hui les outils que tu mets en place et la manière dont toi, en tant qu'entrepreneur, tu as pu rebondir, c'est qu'il y a de vrais outils palpitants, puisque c'est aussi avec plein de dopamine, qui sont accessibles aujourd'hui pour continuer à rester en bonne santé, créatif, parce que le tout, c'est qu'il faut aussi trouver des solutions pour les problèmes que nous avons créés. Et tout ça, ça fait partie d'un tout. Et donc, prendre du recul et probablement, lorsqu'on est dans le stress, avoir cette idée de jeu et de dédramatisation, finalement, même si la situation est grave, c'est de pouvoir produire ces hormones, ne fût-ce que pendant un petit moment, de plaisir, de bien-être, en dehors de la situation angoissante. Ouais, c'est réussir à décoller le nez des problèmes. Mm. Et pour le coup, les casse-têtes et les problèmes, c'est quelque chose que j'utilise aussi au quotidien. Par le biais, dans un premier temps, du Rubik's Cube, donc le petit cube de toutes les couleurs, et, les casse-têtes de façon générale. Donc j'aime bien tout ce qui est casse-tête en bois, en métal et tout. Ouais. L'idée est hyper intéressante. C'est que j'ai déjà passé 6 mois sur un casse-tête, à m'y mettre tous les jours, à vouloir y aller à fond, sans jamais le réussir. Je l'ai lâché pendant une semaine. Je m'y suis remis comme ça devant la télé, sans penser à quoi que ce soit, et je l'ai réussi. Et en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que plus on va chercher à se prendre la tête, plus on va se spécialiser, se spécifier sur une tâche, et plus on va avoir tendance à voir tous les problèmes que cette tâche-là va engendrer. Mm. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pas réussi à récupérer ce client, bah, ça va m'amener telle perte de chiffre d'affaires, tel truc, et ainsi de suite. Alors qu'en fait, on peut juste se dire, je me recule. C'est vrai que j'ai eu un appel d'un gars, ou alors j'ai un gars à appeler aujourd'hui qui pourrait me donner ce chiffre d'affaires-là. Si on sort un peu la tête de tout ça, alors souvent c'est pas des problématiques qui sont aussi simples que ça, mais Ouais. ça peut permettre de voir beaucoup plus en largeur les soucis qu'on peut avoir, et surtout les solutions qu'on peut avoir. Parce que finalement, en fait, prendre du recul, c'est souvent accepter de voir les solutions, et on a peur quand on prend du recul de voir plus de problèmes. Mais c'est plus on va foncer tête baissée dedans que les problèmes vont apparaître, en fait. Ouais, clairement. Et personnellement, Plutôt ce que j'aime. l'inverse. Tu dis? C'est plutôt l'inverse, du coup. Vaut Ouais. mieux prendre du recul, quoi. Prendre du recul et prendre du temps. Parce Ouais. qu'effectivement, moi, balader, par exemple, si je suis vraiment sur une problématique ou en recherche de solution, aller balader une demi-heure, et souvent, c'est là que j'ai plein d'idées qui sont à noter. J'ai intérêt à soit avoir mon téléphone, soit un bout de papier, parce que sinon, je vais les oublier. Mais c'est vraiment intéressant et important. Je te remercie de partager autant de pépites et d'infos dans cette interview. Et du coup, on va arriver justement à ce qui m'a amené à te rencontrer grâce à Lilou. Lilou Massé, que j'avais interviewé en décembre dernier, qui m'a parlé du défi des 100 jours qu'elle préparait avec toi à l'époque. Il sort bientôt. Est-ce que Ouais. tu peux nous faire un petit teasing? Alors, pour remettre le contexte, hein, le défi des 100 jours, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept que Lilou a créé avec deux autres personnes en 2005. Et depuis lors, elle en sort pratiquement un tous les ans, je pense, sur des thématiques différentes qui permettent d'avoir l'aspect de la communauté et de la mise en pratique de certaines thématiques. Dans ce cas-ci, ce sera le sport et le cerveau. Et donc, pendant 100 jours, avoir des activités tous les jours par rapport à de la théorie qui est bien spécifique à la thématique, hein, que ce soit avoir une vie extraordinaire, que ce soit écrire un livre, que ce soit, dans ce cas-ci, travailler son corps et ses neurones. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de quand ça va débuter, qu'est-ce qu'on peut avoir? Mets-nous un petit peu de dopamine sur l'écran là.
Déjà le défi des 100 jours, c'est quelque chose qui m'a parlé très rapidement parce que effectivement, ça va inclure une régularité. C'est-à-dire qu'en 100 jours, on a le temps, ça fait un petit peu plus de 3 mois, on a le temps de prendre réellement de nouvelles habitudes. On va passer, par contre, par des étapes qui vont être totalement diverses et contradictoires parfois. C'est-à-dire que en prenant une habitude, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà s'apercevoir que l'habitude qu'on avait est pas forcément bonne. La plupart des gens, enfin alors souvent quand on rencontre des gens qui veulent se remettre au sport, par exemple, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se dire je veux me remettre au sport parce que j'ai mal ou Mm. parce que mon corps me plaît pas. Parce Mhm. que, alors c'est bientôt la plage. Ça c'est les vacances d'été. Il va falloir être en maillot. Du coup, je vais me remettre au sport. C'est constamment, alors c'est très fréquemment des stimulus qui sont extérieurs. Donc c'est-à-dire que c'est un problème extérieur qui fait qu'on va se mettre au Mm. mouvement. Si on reprend la base, notre cerveau est fait du coup pour évoluer, pour apprendre tous les jours et pour bouger tous les jours. Bouger. On bouge, on n'apprend jamais mieux qu'en bougeant. Alors après ça, ce sera peut-être un autre sujet éventuellement un jour où c'est un sujet qu'on aborde dans le défi. Mais le système scolaire qui fait apprendre des enfants pendant 8 heures assis, voilà, c'est quelque Ouais. chose qui est totalement contradictoire et qui va à l'inverse de la physiologie. Mais du coup, c'est un très bon exemple parce qu'on voit du coup que c'est un calvaire pour des enfants d'apprendre une leçon, d'une part d'apprendre une leçon par cœur, en plus en étant fixé à un siège toute la journée, à regarder exactement la même chose avec très très peu de stimulation visuelle. Et tu le disais toi-même finalement, ton fils tout à l'heure, il prend plus aucune note et il regarde son écran. Mais mine de rien, son écran l'école, c'est un moyen pour lui d'éprouver de la dopamine, de Bien ressentir de la sûr. dopamine, parce que il a juste à regarder son écran et finalement l'école c'est pas mal. Le gros souci, c'est que cette sensation-là, quand il sort de l'école, il en a besoin plus, parce que il en devient dépendant. Et son cerveau fonctionne par rapport à cette sensation-là de dopamine qui est complètement fausse, qui est complètement créée de toutes pièces et qui est pas du tout naturelle. Et l'idée, donc, c'est de balayer un petit peu tous les champs dans ce défi-là. C'est une synthèse de un petit peu toutes les connaissances que je peux avoir. Après, c'est pas des connaissances qui sont non plus énormes, mais simplement ça balaye beaucoup Mhm. de domaines différents qui vont des neurosciences jusqu'au développement du comportement, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion du stress, Et tu par as, ouais, le tu as parlé mouvement. des réflexes archaïques tout à l'heure, qui sont Ouais. effectivement encore un sujet vraiment extrêmement passionnant. On n'en a pas énormément parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait discuter comme ça entre David pendant encore plusieurs heures. J'espère Ouais. on a tenu en haleine les auditeurs et qu'ils vont pouvoir suivre ton interview parce qu'il est vraiment très, très enrichissant. Mais du coup, j'ai perdu le fil. On disait que Sur le défi, ouais, c'était sur l'idée du défi des 100 jours. C'est tout simplement de parler vraiment à réellement tout le monde. C'est ce qui a été difficile. ouais. Parce que c'est un défi sport. Donc, à la fois, il y a les gens qui vont avoir les préjugés sur le sport et tout ça, Mhm. Ouais. et les gens qui connaissent rien du tout. Et en fait, on va parler à tous ces gens-là. On a réussi, alors, en tout cas, on a vraiment travaillé là-dessus pour adapter toutes les séances de sport qu'on peut proposer et tous les mouvements et tous les exercices qu'on peut proposer pour les rendre adaptables à tout le monde. Mhm. Donc ça a été quelque chose de très difficile et que ce soit on a sorti plusieurs versions pour pouvoir parler à plusieurs personnes, mais il y a la version du papier du coup. Ouais. On a l'application qui sort en même temps et on a un jeu de cartes qui sort aussi. Ouais, j'ai vu ça. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir on va pouvoir parler aux gens qui à la fois préfèrent le support papier pour pouvoir lire et écrire directement dessus, qui sont plus dans l'écriture et dans la matière. On va aussi parler aux gens qui ont besoin de l'application pour avoir le suivi plus habituel qu'on peut retrouver aujourd'hui dans toutes les salles de sport ou dans toutes les séances de sport qu'on peut avoir. Et il y a aussi le jeu de cartes qui permet de faire du sport en communauté. C'est-à-dire que je prends souvent, ça fait souvent rire les loups, mais je prends souvent l'exemple de pour mériter son apéro, on va faire trois parties du défi sport, du jeu de cartes, et après on aura le droit d'aller à l'apéro. Donc là, entre potes,
tu te poses. Il y a besoin de très très peu de matériel. Enfin, c'est du matériel courant que tu C'est ça. as chez toi forcément. Et c'est un truc qui est cool parce que c'est pas un jeu de cartes simplement où tu pioches tes cartes et tu refais les mouvements. C'est quelque chose que tu peux faire bien sûr, mais c'est un jeu de cartes aussi pour lequel il y a des règles. Il y a des règles qui sont individuelles, donc tu peux jouer tout seul ou collectives. Et donc ça va être assez intéressant et ça va aller en complément du défi. Donc c'est quelque chose qui vient. On a vraiment essayé de balayer pour toucher un maximum de personnes. Et c'est vraiment rendre le défi adaptable. Et l'objectif, en fait, c'est que les gens commencent à prendre conscience de tout ce qui peut se passer dans leur corps et pour se rendre compte de l'optimisation de leur quotidien. C'est-à-dire, Mm. est-ce que là, je pourrais pas faire mieux pour mon corps? Et en fait, souvent, les gens ont la conséquence. Donc, ils ont mal au dos, ils ont des douleurs aux genoux, ils ont des choses qui vont pas, leur corps dans le miroir qui leur plaît pas, par exemple. Donc, ils ont des conséquences, mais ils n'ont pas les causes. Et ils comprennent pas pourquoi Mm. il faut se mettre au sport. Et c'est pas qu'il faut se mettre au sport, c'est que le sport de façon générale, mais le mouvement, le fait de bouger en conscience, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de notre vie. Et aujourd'hui, le fait d'être stimulé par ces écrans et d'avoir les postures qu'on a, on a tendance à être sous-stimulé et à être ultra spécifique. L'idée de ce défi-là, c'est de prendre du recul, de voir le pourquoi du comment, le pourquoi j'ai mal au genou et pourquoi je me plais pas spécialement dans le miroir et donner plein de solutions. Toutes les solutions seront pas bonnes. Mm. On balaye tellement de domaines que ça va parler à tout le monde. Il y a des gens, il y a certains jours où les gens vont dire ça me va pas du tout, ça me correspond pas. Mais un jour suivant, ça lui correspondra sûrement. Et en fait, ça va balayer énormément de choses et simplement, c'est hyper bien d'avoir ces infos-là pour aussi pouvoir les transmettre aux gens de notre entourage. Parce que des fois, on a des attitudes, il y a des gens qui vont pas bien, on sait pas spécialement quoi leur dire. Mais là, on va avoir des infos pour dire, ouais, mais essaye peut-être de changer un peu ça Mm. dans ton alimentation, ou essaye d'intégrer un petit peu de mouvement dans ton quotidien, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est que les gens qui ont le défi deviennent, eux, des références en termes d'autonomie et de mouvement, en fait, et de prise de conscience du fait que il y a des solutions, il n'y a pas que les problèmes, il n'y a pas que la douleur de genou, il y a la cause de la douleur de genou qui est quelque chose on peut influencer, nous, à notre niveau, ouais, Ouais, complètement. clairement. Ben, bravo. En tout cas, j'ai hâte de commencer. Ça commence quand exactement le lancement du défi? Alors, le livre est déjà en précommande. Ouais, Donc, ils arrivent a priori la semaine prochaine, là, donc le 21 avril, et on commence tous ensemble le défi le 14 mai, 14 mai. Comme donc ça, on a 2022. voilà, l'aspect communauté et échange qui est vraiment important dans le défi des 100 jours. Donc, Ouais. je ferai un maximum pour créer une communauté franco-canadienne ici pour le faire. Et j'ai même peut-être une petite idée pour mon ado de 15 ans. Je pense que ça pourrait être une bonne idée pour changer la stimulation de dopamine. Je vais me lancer un défi. Bon, en tant que père, c'est pas évident, mais je verrai bien. Mais en tout cas, un tout grand merci, David, pour ton temps, pour ton partage. C'est le plus long podcast que j'ai fait depuis le lancement en septembre. Mais en tout cas, moi, ça m'a énormément nourri. J'espère que toi, ça t'a fait plaisir Merci de à toi. partager tout ça. En tout Ouais. cas, à toutes et tous, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas. Donc, le livre des 100 jours, le défi des 100 jours, qui est déjà en précommande et qui est lancé donc le 14 mai 2022, si vous voulez faire partie de cette communauté de 100 jours. Donc là, l'aspect effectivement de la communauté du groupe peut vraiment vous aider, quel que soit votre niveau, parce que clairement, vous allez en découvrir pas mal. Je suis certain que David et Lilou nous ont préparé de belles surprises en termes, comme tu l'as dit tout à l'heure, David, peut-être de choses un peu contre-intuitives ou particulières, mais c'est justement pour rendre notre cerveau encore plus plastique, quel que soit l'âge. David, j'imagine que c'est un peu Ouais. comme les aventures de Tintin, c'est de 7 à 77 ans et voire plus, Ouais, 77. complètement. Voilà. Euh, Complètement. j'ai eu ma plus âgée de mes coachés avec 92 ans et je peux te dire qu'elle était en très bonne forme, à son rythme, mais je suis certain que dans ce jeu, même troisième et quatrième âge pourrait s'y plaire. Ça me donne une autre idée d'ailleurs que je devrais mettre en application aussi. David, je vais aussi t'envoyer
un jeu. J'avais créé un jeu il y a 2 ans, un Trivial Pursuit de la santé. Et donc, je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Comme ça, tu pourras voir si ça peut aussi être une occasion de tester les connaissances de la science et de la santé avec ta communauté. Un tout grand merci, David. Je vais te souhaiter une bonne après-midi. Ben, merci à toi, merci beaucoup pour ton temps aussi et Et, euh, pour et ton invitation. voilà, et je mettrai de toute façon toutes tes coordonnées dans la description de cette vidéo, à la fois là où on peut te suivre sur Facebook, Instagram, avec Studio Holistique pour Facebook et Instagram. J'ai eu un doute tout d'un coup. Et évidemment, le défi des 100 jours, je mettrai également les références. Voilà, prenez soin de vous d'ici notre prochaine interview la semaine prochaine. Et puis, j'espère vous voir très nombreux, ou en tout cas vous entendre durant le défi des 100 jours. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Salut David.